Fais sortir ta famille de cette maison ce soir. Ces mots résonnent encore dans ma tête, même après toutes ces années. C'était la semaine de Noël. La neige tombait doucement sur le toit de notre maison à Versailles. Les guirlandes brillaient dans le salon. L'odeur du pain d'épices flottait dans l'air. Et pourtant, cette phrase prononcée par ma voisine Marguerite a glacé mon sang comme jamais rien ne l'avait fait auparavant. Je m'appelle Cléo Vidal. J'ai 70 ans aujourd'hui, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Ce soir-là, il était presque 22 heures. Mon mari Salomon était dans son bureau, comme toujours, plongé dans ses dossiers. Nos enfants étaient partis fêter Noël avec leur propre famille. La maison était calme, trop calme peut-être. J'étais en train de ranger la cuisine quand j'ai entendu frapper à la porte. 3 coups secs, urgent. Quand j'ai ouvert, Marguerite se tenait là, le visage pâle, les mains tremblantes. Elle habitait la maison d'en face depuis 15 ans. Nous prenions le thé ensemble tous les jeudis. Elle connaissait mes habitudes, mes joies, mes peines. Une femme discrète, élégante, qui ne parlait jamais sans raison. « Cléo », a-t-elle murmuré en me prenant les mains, « tire ta famille de cette maison. Ce soir, maintenant. » Mon cœur s'est mis à battre très fort. « Marguerite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis ça ?» Elle a regardé derrière elle, comme si quelqu'un pouvait nous entendre. « Tu le sauras demain. Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Mais je t'en supplie, fais-moi confiance. Pars, prends Salomon et partez. » J'aurais pu rire, j'aurais pu penser qu'elle avait perdu la raison. Mais quelque chose dans son regard, cette peur sincère, cette urgence, m'a convaincu immédiatement. « D'accord », ai-je dit simplement. Elle a serré mes mains une dernière fois, puis elle est repartie dans la nuit. Je suis rentré dans la maison. Mes jambes tremblaient. J'ai fermé la porte à clé et j'ai sorti mes clés de mon sac. Ces mêmes clés que Salomon m'avait offertes le jour où nous avions emménagé, il y a 30 ans. Un trousseau simple, en argent, avec un petit pendentif en forme de maison. Je les ai serrés dans ma paume, comme pour me donner du courage. Salomon a levé les yeux de son bureau quand je suis entré. « Cléo, tout va bien ?»« Non », ai-je répondu calmement. « On doit partir. Maintenant. » Il m'a regardé comme si j'étais folle. « Partir? Où ça? Il est presque minuit et il neige. Je ne sais pas. Un hôtel, chez ta sœur, n'importe où. Mais on ne peut pas rester ici ce soir. » Il a froncé les sourcils. « Cléo, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je me suis assise en face de lui. J'ai posé les clés sur le bureau. Marguerite est venue me voir. Elle m'a dit de partir. Elle ne m'a pas expliqué pourquoi, mais elle avait peur, Salomon. Une vraie peur. Et je lui fais confiance. Salomon a soupiré. Il a regardé les clés, puis moi. Marguerite est une femme bien. Si elle t'a dit ça, c'est qu'elle a ses raisons. Il s'est levé, a fermé son ordinateur et a pris son manteau. On va chez ma sœur à Fontainebleau. On prendra la voiture. Nous avons quitté la maison une demi-heure plus tard. Je n'ai pris qu'un sac avec quelques vêtements, mon portefeuille et les clés. Avant de fermer la porte, je me suis retournée une dernière fois. La maison était illuminée par les guirlandes de Noël. Elle avait l'air si paisible, si sûre. Mais quelque chose en moi savait que je ne la reverrais jamais de la même façon. En montant dans la voiture, j'ai vu Marguerite à sa fenêtre. Elle nous observait. Nos regards se sont croisés. Elle a hoché la tête, lentement, comme pour me dire « Tu as bien fait ». Salomon a démarré. La neige tombait plus fort maintenant. Les rues de Versailles étaient désertes. Personne ne parlait. Juste le bruit du moteur et le rythme des essuie-glaces. Je tenais les clés dans ma main, serrées si fort qu'elles me faisaient mal. Je ne savais pas encore ce que Marguerite avait vu. Je ne savais pas encore ce qui nous attendait le lendemain. Mais une chose était certaine. Cette nuit-là, j'ai fait confiance à une femme qui ne m'avait jamais menti. Et cette confiance nous a sauvé la vie. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Mais parfois, on rencontre des âmes qui veillent sur nous en silence. Et vous, avez-vous déjà été sauvé par quelqu'un qui n'avait aucune raison de se soucier de vous? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Nous sommes arrivés chez la sœur de Salomon vers 1h du matin. Margot habitait une petite maison en pierre à Fontainebleau, entourée d'un jardin qui, même en hiver, gardait un charme apaisant. Elle nous a ouvert la porte en robe de chambre, les yeux encore pleins de sommeil, mais elle n'a pas posé de questions. C'était une femme discrète, habituée au silence de notre famille. « Installez-vous dans la chambre d'amis », a-t-elle dit simplement. « On parlera demain matin. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée à côté de Salomon, qui ronflait doucement
épuisé par la route et l'incompréhension de cette fuite soudaine. Moi, je fixais le plafond, les clés de la maison posées sur la table de nuit, brillant faiblement dans l'obscurité. Et dans ce silence, les souvenirs sont remontés. Notre maison de Versailles. Cette maison que nous avions achetée il y a 30 ans, quand Salomon venait tout juste de lancer son entreprise d'import-export avec son associé, Malik. À l'époque, nous n'avions pas beaucoup d'argent. Salomon travaillait jour et nuit. Malik aussi. Ils s'étaient rencontrés à l'université, tous les deux, fils d'immigrés qui voulaient prouver au monde qu'ils pouvaient réussir. Ils partageaient tout, les rêves, les risques, les premiers contrats, les premières victoires. Je me souviens du jour où Salomon est rentré avec le trousseau de clés de notre nouvelle maison. Il me l'a tendu avec un sourire immense, les yeux brillants de fierté. « C'est à nous, Cléo. Tout ça, c'est grâce à ce qu'on a construit avec Malik. On va enfin pouvoir vivre comme on en rêvait. J'ai pris ces clés comme on reçoit un trésor. Elles pesaient si peu, mais elles portaient tout notre avenir. Nous avons emménagé un dimanche ensoleillé de mai. Les lilas étaient en fleurs dans le jardin. Nos enfants couraient partout, excités de découvrir leur nouvelle chambre. Salomon et Malik transportèrent les meubles en riant, en se taquinant comme des frères. Malik était souvent à la maison à cette époque. Il venait dîner avec sa femme Yasmine. Nous partagions des couscous, des tagines, des gâteaux au miel. Nos enfants jouaient ensemble. Yasmine et moi passions des heures à discuter de tout et de rien, assises dans le jardin, pendant que nos maris parlaient affaires dans le salon. C'était une époque dorée, une époque où je croyais que l'amitié et la loyauté étaient des valeurs éternelles. L'entreprise a prospéré rapidement. Salomon et Malik ont signé des contrats avec des partenaires en Asie, en Afrique, en Europe. L'argent rentrait. Nous avons rénové la maison, agrandi le jardin, acheté une nouvelle voiture. Les enfants sont entrés dans de bonnes écoles. La vie était belle, stable, prévisible. Mais quelque chose a commencé à changer. Cela a été subtil au début. Malik est devenu plus distant. Il venait moins souvent dîner. Quand il venait, il parlait peu, répondait par monosyllabes. Yasmine aussi semblait tendue. Elle évitait mon regard. Salomon, lui, ne voyait rien. Ou peut-être ne voulait-il rien voir. Il était trop occupé à gérer les contrats, les livraisons, les finances. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu des éclats de voix dans le bureau de Salomon. C'était rare. Salomon était un homme calme, posé. Mais ce soir-là, il criait. « Comment as-tu pu faire ça, Malik ? » ?»« Comment ?» Je me suis approché de la porte, le cœur battant. « Ce n'est pas ce que tu crois, » répondait Malik d'une voix froide. « J'ai juste réorganisé les finances, c'est pour le bien de l'entreprise. » « Réorganisé ? Tu as détourné 300 000 euros, Malik. 300 000 euros qui ne sont plus sur les comptes. » Le silence qui a suivi était lourd, étouffant. « Je te rembourserai, » a finalement dit Malik. « Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de confiance. Tu m'as trahi. » J'ai reculé dans le couloir, tremblante. Je ne voulais pas en entendre plus. Mais il était trop tard. La fissure venait d'apparaître. Les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar. Salomon a découvert que Malik avait ouvert des comptes bancaires parallèles, falsifié des documents, détourné des fonds pendant plus d'1 an. Tout cela sous couvert d'investissements fictifs. Salomon a porté plainte. Malik a été arrêté. Le procès a duré des mois. Les journaux locaux en ont parlé. Nos voisins nous regardaient avec pitié ou curiosité. Yasmine a divorcé. Les enfants de Malik ont coupé les ponts avec leur père. Malik a été condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds et falsification de documents. Quand le verdict est tombé, Salomon est rentré à la maison, les épaules voûtées, le visage marqué par la fatigue. « C'est fini » a-t-il dit en s'asseyant dans le salon. Mais je voyais bien que ce n'était pas fini. Pas vraiment. Pendant les années qui ont suivi, Salomon a reconstruit l'entreprise seul. Il a remboursé les dettes, retrouvé la confiance des partenaires, reconstruit ce que Malik avait détruit. Nous n'avons plus jamais parlé de Malik. Son nom est devenu un fantôme dans notre maison. Mais moi, je n'ai jamais oublié le regard qu'il avait lancé à Salomon le jour du procès. Un regard glacial, haineux, chargé d'une promesse silencieuse. « Tu le paieras ?» Allongé dans le lit chez Margot, je serrais les clés dans ma main, et ces souvenirs me submergeaient comme une vague. Malik était sorti de prison il y a 2 ans. Nous l'avions appris par hasard, par un ancien employé qu'il avait croisé dans un café à Paris. Salomon avait haussé les épaules. Il a purgé sa peine. Il ne nous dérangera plus. Mais moi,
Je n'en étais pas si sûre. Et cette nuit-là, dans cette chambre étrangère, loin de notre maison illuminée par les guirlandes de Noël, je comprenais enfin. Marguerite avait vu quelque chose que nous n'aurions jamais dû ignorer. Et demain, nous saurions ce que Malik était venu finir. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves nous donne la force de continuer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un poids sur la poitrine. Le soleil entrait timidement par la fenêtre de la chambre d'amis. Salomon était déjà levé. J'entendais des voix dans la cuisine. Lui et Margot discutaient à voix basse. Je me suis habillée rapidement et j'ai pris les clés sur la table de nuit. Mes doigts se sont refermés dessus, machinalement, comme si ce geste pouvait me protéger de ce qui allait suivre. En descendant l'escalier, j'ai senti mon estomac se nouer. Salomon était assis à la table de la cuisine, une tasse de café fumante entre les mains. Margot préparait des tartines. Ils se sont tus quand je suis entrée. « Bonjour Cléo », a dit Margot doucement. « Tu as dormi ?» J'ai secoué la tête. « Pas vraiment. » Salomon m'a regardé avec cette expression qu'il avait toujours quand il essayait de me protéger de quelque chose. « Assieds-toi », a-t-il dit. Je me suis assise. Margot a posé une tasse de thé devant moi, mais je n'y ai pas touché. « Il faut que j'appelle Marguerite », ai-je dit. « Elle doit m'expliquer pourquoi elle nous a fait partir hier soir. » Salomon a hoché la tête. J'allais justement le faire. Il a sorti son téléphone et a composé le numéro de Marguerite. Nous avons attendu. Une sonnerie, 2, 3. Personne n'a répondu. Salomon a essayé une deuxième fois. Toujours rien. Un frisson m'a parcouru. « Et c'est la police de Versailles », ai-je murmuré. « Demande s'il s'est passé quelque chose dans notre rue. » Salomon m'a regardé, surpris, mais il a obéi. Il a cherché le numéro du commissariat et a appelé. Je voyais son visage changer au fur et à mesure de la conversation. Ses traits se sont durcis, ses mâchoires se sont crispées. Quand il a raccroché, il est resté silencieux un long moment. « Salomon ?» ai-je murmuré. Il a posé le téléphone sur la table, ses mains tremblaient légèrement. « Il y a eu un incendie cette nuit, rue des Tilleuls. Mon cœur s'est arrêté. »« Notre rue ? Notre maison ?» a-t-il dit d'une voix blanche. Le monde s'est effondré autour de moi. Nous sommes rentrés à Versailles 1 heure plus tard. Le trajet en voiture a été interminable. Salomon conduisait vite, les mains serrées sur le volant. Margot nous avait proposé de nous accompagner, mais nous avions refusé. Certains moments doivent être vécus seuls. Je tenais les clés dans ma main, si fort que mes ongles me rentrèrent dans la paume. Ces clés qui n'ouvriront peut-être plus jamais rien. Quand nous sommes arrivés rue des Tilleuls, tout le quartier était bouclé. Des voitures de pompiers, des policiers, des voisins agglutinés derrière des barrières. L'odeur de fumée brûlait encore l'air. Et au milieu de tout ça, notre maison. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Les murs étaient noirs, calcinés. Le toit s'était effondré. Les fenêtres avaient explosé. Les guirlandes de Noël que j'avais installées avec tant de soin n'étaient plus que des fils fondus, accrochés à des structures noircies. Je suis descendue de la voiture, les jambes tremblantes. Salomon m'a pris le bras pour me soutenir, mais lui-même semblait sur le point de s'effondrer. Un pompier s'est approché de nous. « Vous êtes les propriétaires ?» Salomon a hoché la tête, incapable de parler. L'incendie a démarré vers 3 heures du matin. Les voisins ont appelé les secours. Nous sommes arrivés rapidement, mais le feu s'était déjà propagé partout. Heureusement, personne n'était à l'intérieur. Heureusement, ai-je répété dans un souffle. Le pompier nous a regardés avec compassion. Vous avez eu de la chance. Si vous aviez été là. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Un policier nous a fait signe de le suivre. Il nous a conduits vers un fourgon garé un peu plus loin. À l'intérieur, 2 enquêteurs prenaient ses notes. « Monsieur et Madame Vidal, je suis le lieutenant Moreau. Nous devons vous poser quelques questions. » Nous nous sommes assis. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. « Où étiez-vous cette nuit ?» a demandé le lieutenant. « Chez ma sœur, à Fontainebleau », a répondu Salomon. « Pourquoi ?» Salomon a hésité, puis il m'a regardé. « Notre voisine nous a demandé de partir », ai-je dit. « Hier soir, vers 22 heures. Elle est venue frapper à notre porte et elle nous a dit de quitter la maison immédiatement. » Le lieutenant a froncé les sourcils. « Quelle voisine ?»« Marguerite Lemoine. Elle habite en face de chez nous. » Le lieutenant a échangé un regard avec son collègue. « Madame Lemoine nous a déjà contactés ce matin. Elle est venue nous voir dès qu'elle a vu les pompiers. Elle nous a raconté quelque chose de très important. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. « Quoi ?»
Le lieutenant a ouvert un carnet. Hier soir, vers 21h45, Madame Lemoine a vu une voiture se garer devant votre maison. Une berline sombre, sans plaque d'immatriculation visible. 2 hommes en sont descendus. Ils portèrent des cagoules noires. Elle les a entendus parler entre eux. L'un d'eux a dit « Demain, on termine le travail ». Le sang s'est glacé dans mes veines. Elle a reconnu la voix de l'un des hommes, a continué le lieutenant. C'est pour ça qu'elle est venue vous prévenir immédiatement. Salomon s'est penché en avant. Qui a-t-elle reconnu? Le lieutenant nous a regardés droit dans les yeux. Malik Ben Ali, votre ancien associé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Salomon est devenu blanc comme un linge. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Moi, j'ai senti mes mains se mettre à trembler. Les clés sont tombées sur le sol du fourgon avec un bruit métallique. « Malik !» ai-je murmuré. C'était Malik. Le lieutenant a hoché la tête. Nous avons lancé un avis de recherche. Nous allons le retrouver. Mais en attendant, je dois vous poser une question importante. Avez-vous des ennemis? Quelqu'un qui aurait une raison de vouloir vous faire du mal? Salomon a ri amèrement. Malik m'a volé 300 000 €. Il a trahi ma confiance. Il a détruit notre entreprise. Je l'ai fait condamner à 5 ans de prison. Vous croyez que ça lui donne une raison? Le lieutenant a noté quelque chose dans son carnet. Quand avez-vous eu des nouvelles de lui pour la dernière fois? Jamais. Depuis le procès, nous n'avons plus eu aucun contact. Il est sorti de prison il y a 2 ans, a ajouté le lieutenant. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il devait pointer régulièrement au commissariat, mais il a disparu il y a 6 mois. Nous le recherchions déjà pour non-respect de ses obligations. Salomon s'est pris la tête entre les mains. Mon Dieu, il préparait ça depuis 6 mois. Nous sommes sortis du fourgon 1 heure plus tard, après avoir répondu à toutes les questions. Dehors, les pompiers étaient encore en train de sécuriser les lieux. Des voisins nous regardaient avec pitié. Certains sont venus nous serrer dans leurs bras, nous dire qu'ils étaient désolés. Mais moi, je ne voyais qu'une seule personne, Marguerite. Elle se tenait devant sa maison, de l'autre côté de la rue, emmitouflée dans un long manteau gris. Quand nos regards se sont croisés, elle a esquissé un petit sourire triste. Je me suis dirigé vers elle. Salomon m'a suivi. « Marguerite », ai-je dit en arrivant devant elle. Elle m'a ouvert les bras et je m'y suis effondré. J'ai pleuré contre son épaule, incapable de retenir les larmes plus longtemps. « Merci », ai-je murmuré entre 2 sanglots. « Merci de nous avoir sauvés. » Elle m'a caressé les cheveux doucement. Je ne pouvais pas vous laisser dormir dans cette maison en sachant ce que j'avais entendu. Salomon s'est approché, les yeux rougis. « Vous avez reconnu sa voix ?» Marguerite a hoché la tête. « Malik venait souvent chez vous avant. Je l'ai vu des centaines de fois. J'ai entendu sa voix des dizaines de fois. Hier soir, quand il a parlé, j'ai su immédiatement que c'était lui, même avec la cagoule, même dans le noir. « Pourquoi ne nous avez-vous pas dit tout ça hier soir ?» a demandé Salomon. « Parce que je ne voulais pas vous faire peur inutilement. Je voulais juste que vous partiez. Le reste, c'était pour la police. » Elle nous a regardés avec une infinie tendresse. « Vous avez toujours été de bons voisins, de bonnes personnes. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Nous sommes repartis chez Margot ce jour-là. Nous n'avions plus de maison, plus de vêtements, plus de photos, plus de souvenirs. Tout avait brûlé. Tout, sauf les clés. Ces clés que je tenais encore dans ma main. Ces clés qui n'ouvraient plus rien, mais qui portaient encore le poids de 30 ans de vie. Ce soir-là, allongé dans le lit chez Margot, j'ai regardé Salomon dormir. Son visage était marqué par la fatigue, par la colère, par la tristesse. Et moi, je me suis demandé jusqu'où peut aller la haine d'un homme qui a tout perdu. Malik avait essayé de nous tuer, pas par accident, pas par impulsion, mais de manière calculée, froide, méthodique. Et quelque chose en moi savait que ce n'était pas fini. Pas encore. Je me demande encore si j'ai eu raison de faire confiance à Marguerite sans poser de questions. Et vous? Auriez-vous quitté votre maison en pleine nuit sur les conseils d'une voisine, sans savoir pourquoi? Racontez-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Les jours qui ont suivi l'incendie ont été les plus étranges de ma vie. Nous vivions chez Margot, dans cette petite maison de Fontainebleau qui n'était pas la nôtre. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir fou que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Mais à chaque fois, la réalité me rattrapait. Notre maison n'existait plus. Nos souvenirs avaient brûlé. Et quelque part dans Paris, Malik se cachait, libre et dangereux. Salomon a essayé de reprendre une vie normale. Il retournait au bureau chaque jour, gérait ses contrats, répondait aux clients.
Mais je voyais bien que quelque chose en lui s'était brisé. Le soir, il rentrait tard, le visage fermé, les épaules voûtées. Il parlait peu. Il mangeait encore moins. Moi, je passais mes journées à errer dans la maison de Margot, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'essayais de lire, de regarder la télévision, de cuisiner, mais tout me ramenait à cette question obsédante. Pourquoi? Pourquoi Malik voulait-il nous tuer? La prison ne suffisait-elle pas? La ruine de sa réputation, la perte de sa famille, de son entreprise, de sa liberté, tout cela ne suffisait-il pas? Un soir, alors que nous dînions en silence chez Margot, j'ai posé ma fourchette et j'ai regardé Salomon. Il faut qu'on parle de Malik. Il a levé les yeux vers moi, surpris. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on doit comprendre pourquoi il a fait ça. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Salomon a secoué la tête. Cléo, il n'y a rien à comprendre. Malik est fou. Il est animé par la haine. C'est tout. Non, ai-je insisté. Personne ne devient fou comme ça. Il y a forcément quelque chose qui l'a poussé à agir maintenant, après 2 ans de liberté. Margot, qui écoutait en silence, s'est levée pour débarrasser nos assiettes. Cléo a raison, a-t-elle dit doucement. Les hommes comme Malik ne pardonnent jamais. Mais ils attendent, ils planifient. Et quand ils frappent, c'est qu'ils pensent avoir trouvé le bon moment. Salomon l'a regardé avec une expression que je ne lui connaissais pas. Une expression de peur mêlée de colère. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aille le chercher moi-même? La police s'en occupe. La police le cherche depuis 6 mois, ai-je répondu. Et elle ne l'a toujours pas trouvé. Alors quoi? Tu veux qu'on vive dans la peur jusqu'à ce qu'il décide de revenir finir ce qu'il a commencé? Le silence est retombé sur la cuisine. Margot a posé une main apaisante sur l'épaule de Salomon. Vous êtes en sécurité ici. Personne ne sait que vous êtes chez moi. Mais je voyais bien dans ses yeux qu'elle n'en était pas si sûre. 2 semaines sont passées. 2 semaines pendant lesquelles nous avons essayé de reconstruire une routine. Salomon continuait à travailler. Moi, j'ai commencé à chercher un nouvel appartement. Les assurances nous avaient promis une indemnisation, mais les procédures prenaient du temps. Trop de temps. Nos enfants nous appelaient tous les jours. Ils voulaient que nous venions vivre près d'eux, à Lyon, à Bordeaux. Ils s'inquiétaient. Mais nous refusions. Versailles était notre ville. Notre vie était là. Nous ne voulions pas que Malik nous chasse de chez nous. Mais au fond de moi, je savais que nous étions déjà chassés. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, le téléphone de Salomon a sonné. C'était le lieutenant Moreau. « Monsieur Vidal, nous avons du nouveau. Pouvez-vous passer au commissariat cet après-midi » Salomon a raccroché, le visage pâle. « Ils ont retrouvé Malik » a-t-il murmuré. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. « Ils l'ont arrêté » Je ne sais pas. Il veut qu'on vienne. Nous sommes arrivés au commissariat de Versailles vers 15 heures. Le lieutenant Moreau nous attendait dans son bureau, l'air grave. Il nous a fait asseoir et a posé un dossier devant lui. « Nous n'avons pas encore arrêté Malik Ben Ali » a-t-il commencé. « Mais nous avons localisé plusieurs de ses mouvements ces derniers mois. » Il a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs photos, des captures de caméras de surveillance. Sur l'une d'elles, on voyait Malik entrant dans une station-service à la périphérie de Paris. Sur une autre, il sortait d'un supermarché. Sur une troisième, il montait dans une voiture noire. Nous avons également retrouvé son complice, a continué le lieutenant, un certain Karim Bouzid, un homme avec un lourd casier judiciaire. Violence, cambriolage, trafic de stupéfiants. Il a été arrêté hier soir lors d'un contrôle routier. Il avait dans sa voiture des bidons d'essence et des allumes-feu. Salomon s'est penché en avant. Il a avoué, partiellement. Il a reconnu avoir participé à l'incendie de votre maison. Mais il prétend que c'est Malik qui a tout organisé. Malik qui l'a payé. Malik qui voulait que vous mouriez dans l'incendie. J'ai senti mes mains devenir glacées. Pourquoi ? Ai-je murmuré. Pourquoi Malik voulait-il nous tuer? Le lieutenant a regardé Salomon avec une expression étrange. Parce que, selon Karim, Malik vous tient pour responsable de tout ce qu'il a perdu. Sa famille, sa réputation, ses années de prison. Il pense que vous l'avez détruit volontairement. Volontairement? S'est écrié Salomon. C'est lui qui m'a volé. C'est lui qui a détourné l'argent. J'ai juste fait respecter la loi. Je sais, a dit doucement le lieutenant. Mais pour Malik, vous êtes le responsable de sa chute. Et il voulait que vous payiez. Il a refermé le dossier. Karim nous a donné une information importante. Malik prévoit de quitter la France.
Il a acheté un billet d'avion pour le Maroc sous une fausse identité. Le vol est prévu dans 3 jours. Alors arrêtez-le à l'aéroport, ai-je dit. C'est ce que nous comptons faire. Mais en attendant, vous devez rester vigilant. Malik sait que son plan a échoué. Il sait que vous êtes vivant. Et il sait que nous le recherchons. Il pourrait tenter quelque chose de désespéré. Nous sommes rentrés chez Margot dans un état second. Salomon conduisait en silence, les mains crispées sur le volant. Moi, je regardais par la fenêtre, incapable de penser clairement. « Il est devenu fou », a fini par dire Salomon. « Complètement fou. Ou alors il a toujours été comme ça », ai-je répondu. « Et nous ne l'avons jamais vu. » Salomon m'a regardé, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que Malik a toujours été jaloux de toi, même avant. Tu ne t'en souviens pas ?» Il a froncé les sourcils. « Jaloux ? De quoi ? Nous avons tout construit ensemble. »« Non, » ai-je dit doucement. « C'est toi qui as tout construit. C'est toi qui avais les idées. Toi qui négociais les contrats. Toi que les clients respectaient. Malik était juste là, à côté, toujours dans ton ombre. » Salomon a secoué la tête. « Tu te trompes. Malik était un bon associé. Avant qu'il ne me trahisse, nous étions comme des frères. Les frères aussi peuvent se haïr, ai-je murmuré. Ce soir-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis resté éveillé dans le lit, les clés de notre ancienne maison posées sur la table de nuit. Ces clés qui ne servaient plus à rien, mais que je ne pouvais pas me résoudre à jeter. Je pensais à Malik, à cet homme que j'avais cru connaître. Cet homme qui venait dîner chez nous, qui riait avec Salomon, qui jouait avec nos enfants. Cet homme qui avait tout détruit par jalousie, par haine, par orgueil. Et je pensais à nous, à Salomon et moi, à la façon dont nous avions continué à vivre comme si rien ne s'était passé. Comme si le fait de ne plus parler de Malik suffisait à le faire disparaître. Mais on ne peut pas effacer les gens. On ne peut pas effacer la haine. Je me suis levée et je suis descendue dans la cuisine. Margot était là, assise à la table, une tasse de tisane fumante entre les mains. « Tu ne dors pas ?» a-t-elle demandé. « Non. » Elle m'a fait signe de m'asseoir et m'a servi une tasse de tisane. « Tu as peur ?» J'ai hoché la tête. « Oui, mais pas pour moi. Pour Salomon. Il refuse de voir la vérité. Il refuse d'accepter que Malik ne s'arrêtera jamais. » Margot a bu une gorgée de tisane. Les hommes ont souvent du mal à accepter qu'ils ont été trahis, surtout par quelqu'un qu'ils considéraient comme un frère. Mais je ne comprends pas, ai-je murmuré. Pourquoi Salomon refuse-t-il de se protéger? Pourquoi refuse-t-il de prendre cette menace au sérieux? Margot m'a regardé avec une infinie douceur, parce qu'accepter que Malik veut le tuer, c'est accepter que tout ce qu'ils ont construit ensemble n'était qu'un mensonge. Et ça, c'est peut-être plus douloureux que la mort elle-même. Ces mots ont résonné en moi comme une vérité terrible. Salomon ne niait pas le danger par naïveté. Il le niait parce qu'accepter la haine de Malik, c'était accepter que leur amitié n'avait jamais existé. Et pour un homme comme Salomon, qui croyait en la loyauté, en l'honneur, en la parole donnée, c'était insupportable. Les 3 jours suivants ont été interminables. Nous attendions des nouvelles de la police. Nous espérions que Malik serait arrêté à l'aéroport, que tout serait fini. Mais au fond de moi, je savais que rien n'était jamais vraiment fini. Le 3e jour, le lieutenant Moreau a appelé. « Malik n'est pas venu à l'aéroport », a-t-il dit d'une voix tendue. Il a dû se douter que nous l'attendions. Il est toujours en fuite. Salomon a raccroché, le visage livide. « Il ne partira jamais », ai-je murmuré. « Il restera ici jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. » Salomon m'a regardé, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu la peur dans ses yeux. « Alors quoi? On fait quoi, Cléo ?» J'ai pris les clés sur la table. Ces clés qui ne servaient plus à rien, qui ne protégeaient plus personne. « On arrête de fuir », ai-je dit. « On arrête de faire semblant que tout va bien. Et on accepte que Malik ne nous laissera jamais tranquilles. » Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Parfois, se sentir entouré, même virtuellement, donne la force de continuer. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par une vigilance constante. Nous ne sortions plus sans regarder autour de nous. Chaque voiture garée dans la rue, chaque silhouette dans l'ombre, chaque bruit inconnu nous mettait en alerte. Nous vivions dans une cage invisible, faite de peur et de suspicion. Salomon a engagé une société de sécurité privée. 2 hommes en civil surveillaient discrètement la maison de Margot jour et nuit. Nous avions changé nos habitudes, nos itinéraires. Salomon ne rentrait plus jamais à la même heure. Moi, j'évitais de sortir seul.
Mais malgré toutes ces précautions, je sentais que nous n'étions pas en sécurité. Malik était quelque part, dans l'ombre, attendant le bon moment. La police continuait ses recherches. Ils avaient diffusé son signalement partout en France. Mais Malik semblait s'être évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. « Allô ?» Silence. « Allô ?» ai-je répété. J'entendais une respiration à l'autre bout du fil. Quelqu'un était là, mais ne parlait pas. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Qui est à l'appareil ? La respiration a continué quelques secondes, puis la communication a été coupée. J'ai regardé le numéro. Masqué. Salomon est entré dans la cuisine à ce moment-là. Qui c'était ? Je ne sais pas. Quelqu'un a appelé, mais n'a rien dit. Il a froncé les sourcils. C'était peut-être une erreur. Peut-être. Mais je n'y croyais pas. Les jours suivants, les appels se sont multipliés. Toujours du même numéro masqué. Toujours cette respiration silencieuse. Jamais un mot. J'ai fini par ne plus répondre. Mais chaque sonnerie me faisait sursauter. Chaque vibration du téléphone était une petite torture. Salomon a appelé la police. Ils ont placé une surveillance sur mon téléphone, mais ils n'ont rien pu tracer. Les appels venaient de téléphones jetables, impossibles à localiser. « C'est lui », ai-je dit à Salomon un soir. « C'est Malik, il veut nous faire savoir qu'il est là, qu'il nous surveille. Tu ne peux pas en être sûr. »« Si, je peux. » Il m'a regardé avec une expression fatiguée, résignée. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Cléo ? On a déjà tout fait. On a la police. On a la sécurité privée. On se cache chez ma sœur. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Je veux qu'il soit arrêté. » ai-je murmuré. Je veux que tout ça s'arrête. Un matin, alors que Salomon était parti au bureau, j'ai reçu un colis. Le livreur a sonné à la porte de Margot vers 10 heures. J'ai signé le bordereau sans réfléchir et j'ai pris le paquet. Il était petit, léger, emballé dans du papier kraft. Je suis rentré dans la cuisine et j'ai posé le colis sur la table. Il n'y avait aucune étiquette d'expéditeur, juste mon nom écrit à la main en lettres capitales. Cléo Vidal. Quelque chose en moi a hésité. J'aurais dû appeler Salomon. J'aurais dû appeler la police. Mais la curiosité était plus forte. J'ai ouvert le paquet lentement. À l'intérieur, il y avait une enveloppe blanche et un objet enveloppé dans du papier de soie. J'ai d'abord ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture était nerveuse, irrégulière, comme tracée dans la colère. Vous pensiez m'échapper ? Vous pensiez que je vous oublierais ? Salomon m'a détruit. Il m'a volé ma vie. Maintenant, c'est mon tour. Je ne m'arrêterai jamais. Jamais. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai posé la lettre sur la table et j'ai déballé l'objet dans le papier de soie. C'était un trousseau de clés. Mais pas n'importe quel trousseau. C'étaient les clés de notre ancienne maison. Les mêmes que celles que je gardais sur ma table de nuit. Le même pendentif en forme de maison. Sauf que ces clés étaient noircies, brûlées, comme si elles avaient été récupérées dans les décombres de l'incendie. J'ai lâché le trousseau comme s'il m'avait brûlé. Il est tombé sur la table avec un bruit sourd. Malik était retourné dans notre maison incendiée. Il avait fouillé dans les cendres. Il avait trouvé ses clés. Et il me les envoyait comme un message. Je peux tout détruire. Je peux tout prendre. J'ai appelé Salomon immédiatement. Il est rentré en urgence. Quand il a vu la lettre et les clés, son visage est devenu livide. « Il est complètement fou », a-t-il murmuré. « Il sait où nous sommes », ai-je dit. « Il sait que nous sommes chez Margot. Sinon, comment aurait-il pu envoyer ce colis ici ?» Salomon a regardé autour de lui, comme si Malik pouvait surgir à tout moment. « On appelle la police, maintenant. » Le lieutenant Moreau est arrivé 1 heure plus tard. Il a pris la lettre, les clés, l'emballage. Tout a été placé sous scellé pour analyse. Nous allons essayer de retrouver le livreur, a-t-il dit. Voir si quelqu'un se souvient de qui a déposé ce colis. Mais je dois être honnête avec vous. Malik est intelligent. Il ne laisse jamais de traces. Alors quoi ? A demandé Salomon. On attend qu'il nous tue ? Le lieutenant l'a regardé avec gravité. Monsieur Vidal, je comprends votre frustration. Mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Malik est recherché activement. Chaque commissariat de France a son signalement. Nous finirons par le trouver. Quand ? Dans 6 mois ? Dans 1 an ? Je ne peux pas vous donner de délai, mais je peux vous dire que tant qu'il manifeste sa présence, tant qu'il envoie des messages, tant qu'il vous provoque, il finira par faire une erreur, et ce jour-là, nous l'arrêterons. Cette nuit-là, Margot nous a proposé de partir quelque temps, de quitter la région,
d'aller chez nos enfants, à Lyon ou à Bordeaux. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça, a-t-elle dit doucement. Vous êtes épuisé. Vous avez peur en permanence. Ce n'est pas une vie. Salomon a secoué la tête. Je ne partirai pas. Je ne fuirai pas devant lui. C'est exactement ce qu'il veut. Qu'on se cache, qu'on disparaisse, qu'on lui donne raison. Salomon, ai-je murmuré. Margot a raison. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Alors quoi? On abandonne tout? Notre ville, notre vie, notre dignité? Il ne s'agit pas de dignité. Il s'agit de survie. Il m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Une expression de colère mêlée de désespoir. Tu veux que je me soumette à lui? Que je reconnaisse qu'il a gagné? Je veux que nous restions en vie. Le silence est retombé dans la cuisine. Margot a posé une main apaisante sur l'épaule de Salomon. Personne ne parle de soumission. Personne ne parle de victoire. Il s'agit juste de vous protéger. Le temps que la police fasse son travail. Salomon a fini par hocher la tête, vaincu. D'accord, on part quelques semaines. Le temps que ça se calme. Nous avons commencé à préparer notre départ. Nos enfants ont été soulagés d'apprendre que nous venions. Ils nous ont trouvé un petit appartement meublé près de Lyon. Un endroit discret où personne ne nous connaissait. Mais 2 jours avant notre départ, quelque chose d'étrange s'est produit. Marguerite, notre voisine, celle qui nous avait sauvé la vie, a appelé Salomon. « Si, il faut que je vous parle, a-t-elle dit. C'est important. Venez chez moi ce soir, seul. » Salomon a froncé les sourcils. « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas en parler au téléphone. Mais j'ai découvert quelque chose que vous devez savoir. Nous sommes allés chez Marguerite ce soir-là. Elle nous attendait dans son salon, une tasse de thé à la main. Elle avait l'air fatiguée, préoccupée. « Asseyez-vous, a-t-elle dit. » Nous nous sommes assis sur le canapé. Mon cœur battait fort. Je sentais que ce qu'elle allait nous dire changerait tout. « J'ai fait quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû faire, » a commencé Marguerite. « Mais je devais savoir. » « Savoir quoi ?» ai-je demandé. Elle a sorti un dossier de son sac et l'a posé sur la table basse. Après l'incendie, j'ai commencé à me poser des questions. Comment Malik savait-il que vous étiez encore dans cette maison? Comment savait-il que vous n'étiez pas parti en vacances, comme tant de gens le font à Noël? Salomon s'est penché en avant. Continuez. Alors j'ai mené ma petite enquête. J'ai parlé aux voisins. J'ai posé des questions. Et j'ai découvert quelque chose de troublant. Elle a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs photos. Des photos prises avec un téléphone portable. On y voyait une voiture garée dans notre rue. Une berline noire, la même que celle décrite par Marguerite le soir de l'incendie. Cette voiture était garée dans notre rue presque tous les jours pendant les 3 semaines avant l'incendie, a dit Marguerite. Toujours au même endroit, toujours aux mêmes heures. Malik nous surveillait, ai-je murmuré. Oui, mais ce n'est pas tout. Elle a sorti une autre photo. Cette fois, on voyait quelqu'un sortir de la voiture. Un homme de dos, portant une casquette et un blouson sombre. Je n'ai pas réussi à voir son visage, a continué Marguerite. Mais j'ai noté la plaque d'immatriculation. Elle a tendu un papier à Salomon, un numéro de plaque griffonné à la main. J'ai donné ce numéro à un ami qui travaille dans la police. Il a fait des recherches. Cette voiture est enregistrée au nom d'une société de location. Une société de location? Oui. Et devinez qui a loué cette voiture? Le silence s'est fait pesant. Karim Bouzid, le complice de Malik, celui qui a été arrêté. Mon sang s'est glacé. Mais il y a autre chose, a ajouté Marguerite. Quelque chose que la police ne vous a pas dit. Elle a sorti une dernière photo du dossier. Une photo floue, prise de loin, montrant 2 hommes assis dans une voiture. Cette photo a été prise 1 semaine avant l'incendie, dans un café de Versailles. J'ai regardé la photo de plus près. L'un des hommes était clairement Malik. Je reconnaissais sa silhouette, sa posture. Mais l'autre homme, mon cœur s'est arrêté. L'autre homme portait un costume élégant. Il avait les cheveux grisonnants. Il tenait une tasse de café. Et je le connaissais. C'est impossible, ai-je murmuré. Salomon a pris la photo. Ses mains tremblaient. C'est André le marchand, mon comptable. Marguerite a hoché la tête lentement. Oui, votre comptable. L'homme qui a accès à toutes vos informations personnelles, vos adresses, vos habitudes, vos comptes bancaires. Le silence qui a suivi était assourdissant. Salomon a regardé la photo comme s'il ne pouvait pas y croire. « André? Mais pourquoi ?»« Je ne sais pas, » a dit Marguerite, « mais il y a forcément une raison. » Nous sommes rentrés chez Margot dans un état second.
Salomon conduisait en silence, les mâchoires serrées. Moi, je tenais le dossier sur mes genoux, incapable de penser clairement. André le marchand, le comptable de Salomon depuis 15 ans. Un homme discret, efficace, en qui nous avions toute confiance. Comment avait-il pu nous trahir? Quand nous sommes arrivés chez Margot, Salomon s'est assis à la table de la cuisine et a ouvert son ordinateur. Il a cherché le numéro d'André et l'a appelé. Pas de réponse. Il a essayé une deuxième fois. Toujours rien. Il ne répond pas, a-t-il murmuré. Appelle son bureau, ai-je dit. Il a appelé le cabinet comptable où travaillait André. Une secrétaire a répondu. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur le marchand. Monsieur le marchand? Il n'est plus avec nous. Salomon a froncé les sourcils. Comment ça, il n'est plus avec vous? Il a démissionné il y a 2 semaines. Il nous a dit qu'il partait s'installer au Portugal. Salomon a raccroché, le visage livide. Il est parti, a-t-il dit. André est parti. Nous nous sommes regardés en silence. Et soudain, tout a pris sens. Malik ne travaillait pas seul. Il n'avait jamais travaillé seul. André lui donnait des informations. André savait où nous étions. André savait tout. Et maintenant, André avait disparu. Je me demande encore si j'aurais dû me douter de quelque chose, si j'aurais dû voir les signes. Et vous? Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance aveugle? Qu'auriez-vous fait à ma place? La nuit qui a suivi la découverte de la trahison d'André a été la plus longue de ma vie. Je suis resté éveillé, allongé dans le lit, à regarder le plafond, incapable de fermer les yeux. À côté de moi, Salomon respirait difficilement. Je savais qu'il ne dormait pas non plus. 15 ans, a-t-il murmuré dans l'obscurité. 15 ans qu'André gérait mes comptes, 15 ans qu'il connaissait tout de ma vie, mes revenus, mes investissements, mes projets. Je me suis tourné vers lui. Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû. Comment? André était irréprochable. Tout le monde lui faisait confiance. Justement, c'est ça qui me tue. Il était tellement discret, tellement efficace, tellement invisible. Et pendant tout ce temps, il nous trahissait. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Ce n'est pas de ta faute. Si, Cléo, c'est de ma faute. J'ai fait confiance à Malik. J'ai fait confiance à André. J'ai fait confiance à tout le monde. Et regarde où ça nous a menés. Le silence est retombé. Dehors, le vent soufflait doucement dans les arbres. Demain, on appelle la police, ai-je dit. On leur donne les photos de Marguerite. On leur dit tout. Et après? Après, on part. On va à Lyon, comme prévu. On recommence. Salomon a serré ma main plus fort. Je ne veux plus recommencer, Cléo. Je suis fatigué. Fatigué de fuir. Fatigué d'avoir peur. Fatigué de me demander qui va me trahir ensuite. Ces mots m'ont brisé le cœur. Le lendemain matin, nous avons appelé le lieutenant Moreau. Il est venu chez Margot avec un collègue. Nous leur avons montré les photos, expliqué ce que Marguerite avait découvert, raconté la disparition d'André. Le lieutenant a écouté en silence, en prenant des notes. « Vous avez bien fait de nous prévenir », a-t-il dit finalement. « Nous allons lancer des recherches sur André le marchand. Si lui et Malik sont en contact, nous finirons par les retrouver tous les deux. »« Combien de temps ?» a demandé Salomon. « Je ne peux pas vous donner de délai précis, mais avec ces nouvelles informations, nous avons une piste solide. » Une piste solide, a répété Salomon amèrement, pendant que nous, on continue à vivre cachés. Le lieutenant l'a regardé avec compassion. Je sais que c'est difficile, mais vous devez tenir bon. Nous sommes proches, je le sens. Après leur départ, Salomon s'est enfermé dans le bureau de Margot. J'entendais sa voix au téléphone. Il appelait ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires. Il essayait de sauver ce qui pouvait l'être de son entreprise. Moi, je suis resté dans la cuisine avec Margot. Elle préparait du thé en silence. « Tu crois qu'ils vont les retrouver ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas, mais je crois en une chose. Les hommes comme Malik et André finissent toujours par payer. Pas forcément devant un tribunal, mais la vie a sa façon de rendre justice. J'ai regardé les clés brûlées que Malik m'avait envoyées. Elles étaient posées sur la table, dans un sachet de la police, attendant d'être analysées. Ces clés, ai-je murmuré. Elles représentaient notre foyer, notre sécurité. Et maintenant, elles ne sont plus que des objets noircis, comme tout ce qu'ils touchent. Margot s'est assise en face de moi. Mais elles existent encore. Elles ont survécu à l'incendie, comme vous. 3 jours plus tard, nous avons reçu un appel du lieutenant Moreau. Nous avons retrouvé André le marchand. Mon cœur a fait un bond. Où? À Lisbonne. Il s'était installé dans un appartement sous un faux nom.
Nous avons collaboré avec la police portugaise. Il a été arrêté ce matin. Il est en prison? Pour l'instant, il est en garde à vue. Nous allons demander son extradition vers la France. Et Malik? Le lieutenant a marqué une pause. André refuse de parler. Il nie tout. Il prétend ne pas connaître Malik. Mais les photos prouvent qu'ils se sont vus, mais elles ne prouvent pas qu'ils ont comploté ensemble. Nous avons besoin de plus. De plus? S'est écrié Salomon. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Des preuves matérielles, des témoignages, des aveux, quelque chose qui lie directement André à l'incendie. Salomon a raccroché, furieux. C'est incroyable. Ils l'ont arrêté et il refuse de parler. Ils vont le laisser partir. Ils ne peuvent pas. Pas maintenant. Tu ne comprends pas, Cléo. Sans preuve, sans aveu, André sera libre dans 48 heures. Et Malik restera introuvable. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à André. Cet homme discret, poli, toujours souriant. Cet homme qui venait au bureau de Salomon tous les mois pour vérifier les comptes. Cet homme qui connaissait tout de notre vie. Pourquoi nous avait-il trahis? Qu'est-ce que Malik lui avait promis? De l'argent, de la vengeance, ou simplement la satisfaction de détruire ce qu'il n'avait jamais pu construire lui-même? Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je veux parler à André. Salomon m'a regardé comme si j'étais folle. Quoi? Je veux lui parler. En face. Cléo, c'est impossible. Il est en garde à vue au Portugal. Alors, je prendrai l'avion. Pour lui dire quoi? Pour lui demander pourquoi. Salomon a secoué la tête. Il ne te répondra pas. Peut-être, mais je dois essayer. J'ai appelé le lieutenant Moreau. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Il a hésité, puis il a accepté. Je vais contacter la police portugaise. Ils pourraient autoriser une entrevue, mais je ne vous promets rien. 2 jours plus tard, j'étais dans un avion pour Lisbonne. Salomon avait voulu m'accompagner, mais je lui avais demandé de rester en France. Ce voyage, je devais le faire seul. L'entrevue avait été autorisée. J'allais pouvoir parler à André pendant 30 minutes, en présence d'un policier portugais et d'un traducteur. Quand je suis arrivé au commissariat de Lisbonne, j'avais les mains moites, le cœur battant. J'ai été conduite dans une petite salle d'interrogatoire. Une table, 2 chaises, une caméra au plafond. Et puis, André est entré. Il avait l'air fatigué. Ses cheveux étaient en désordre. Il portait un survêtement gris. Ses yeux ont croisé les miens et il a détourné le regard immédiatement. Il s'est assis en face de moi. Le policier portugais s'est installé dans un coin de la pièce. Le silence était pesant. « Bonjour André », ai-je dit doucement. Il n'a pas répondu. Je ne suis pas venu vous accuser. Je ne suis pas venu crier. Je suis juste venu comprendre. Il a relevé les yeux vers moi. Son regard était vide, épuisé. Comprendre quoi? Pourquoi vous nous avez fait ça? Il a ri amèrement. Vous voulez vraiment savoir? Oui. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table. Parce que Salomon ne m'a jamais vu. En 15 ans, il ne m'a jamais vraiment vu. Pour lui, j'étais juste le comptable. L'homme qui gérait les chiffres. L'homme invisible. Ce n'est pas vrai. Salomon vous respectait. Il me payait. Ce n'est pas la même chose. Sa voix était pleine d'amertume. Vous savez ce que c'est de travailler pour quelqu'un pendant 15 ans et de ne jamais être invité à dîner? De ne jamais recevoir un merci sincère? De ne jamais être considéré comme un ami, mais seulement comme un employé? J'ai senti ma gorge se serrer. Alors c'est ça? C'était par jalousie? Ce n'était pas de la jalousie. C'était de la colère, de la frustration, de l'humiliation. Et Malik? Comment l'avez-vous rencontré? André a souri tristement. C'est lui qui m'a contacté, il y a 2 ans. Il savait que je travaillais pour Salomon. Il m'a proposé de l'aider. En échange de quoi? D'argent. Beaucoup d'argent. Et de reconnaissance. Malik m'a traité comme un égal. Il m'a écouté. Il m'a respecté. J'ai regardé cet homme qui avait détruit notre vie par besoin de reconnaissance. Cet homme qui avait trahi la confiance de Salomon parce qu'il ne se sentait pas vu. Vous saviez qu'il voulait nous tuer? André a baissé les yeux. Je savais qu'il voulait vous faire du mal, mais je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Vous lui avez donné nos adresses, nos habitudes, nos horaires. Oui. Et quand il a incendié notre maison, vous n'avez rien dit. J'avais peur. Peur d'être découvert. Peur d'aller en prison. Alors vous avez fui. Oui. Le silence est retombé. J'ai regardé André, cet homme brisé, vaincu, qui avait vendu son âme pour un peu d'attention. Où est Malik maintenant? Ai-je demandé doucement. Je ne sais pas. Vous mentez. Il a secoué la tête. Je ne mens pas.
Malik ne me fait plus confiance. Depuis que j'ai fui au Portugal, il ne m'a plus contacté. Mais vous savez où il pourrait être? André a hésité. Puis il a murmuré. Il parlait souvent d'un endroit. Un petit village dans les Pyrénées. Un endroit où personne ne le connaissait. Quel village? Je ne sais pas exactement. Mais c'est près de Luchon. Il disait qu'il y avait une maison abandonnée, qu'il pourrait s'y cacher. J'ai noté mentalement l'information. Pourquoi vous me dites ça maintenant? André a levé les yeux vers moi. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'humain dans son regard, quelque chose qui ressemblait à du remords. Parce que j'ai réalisé que je me suis trompé. Malik ne m'a jamais respecté. Il m'a utilisé, comme tout le monde m'a utilisé. Il s'est tu. Et parce que vous ne méritez pas de mourir pour mes erreurs. Je suis rentré en France le soir même. J'ai immédiatement contacté le lieutenant Moreau et je lui ai raconté ma conversation avec André. Les Pyrénées, près de Luchon? Oui, une maison abandonnée. Nous allons envoyer une équipe. Quand? Le plus vite possible. 2 jours plus tard, la police a retrouvé Malik. Il se cachait effectivement dans une vieille ferme abandonnée près de Luchon. Quand les gendarmes ont encerclé la maison, il a tenté de fuir. Mais il était trop tard. Malik a été arrêté sans résistance. Quand le lieutenant Moreau nous a appelés pour nous annoncer la nouvelle, j'ai senti mes jambes se dérober sous moi. « C'est fini ?» ai-je murmuré. « Oui, Madame Vidal, c'est fini. » Salomon s'est effondré sur une chaise, le visage dans les mains. Et moi, j'ai pris les clés brûlées dans leur sachet. Ces clés qui avaient traversé l'incendie. Ces clés qui avaient survécu à tout. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère, mais de soulagement. Je me demande encore si j'ai eu raison d'aller parler à André, si cette décision a vraiment changé quelque chose. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? L'arrestation de Malik aurait dû marquer la fin de notre cauchemar. Mais en réalité, ce n'était que le début d'une autre épreuve. Celle du procès. Celle de la confrontation finale. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon administratif et judiciaire. Convocation, déposition, interrogatoire, reconstitution. La justice avançait lentement, méthodiquement, implacablement. André avait été extradé du Portugal. Lui aussi allait être jugé, pour complicité de tentative de meurtre et destruction de biens par incendie volontaire. Nous avions enfin quitté la maison de Margot pour emménager dans un petit appartement à Versailles. Pas dans notre ancien quartier, je n'aurais pas pu supporter de passer devant les ruines de notre maison chaque jour, mais dans un quartier plus calme, plus anonyme. Salomon essayait de reconstruire son entreprise. Mais quelque chose en lui s'était éteint. Il travaillait par automatisme, par devoir, mais je voyais bien que la passion n'y était plus. Moi, je passais mes journées à préparer le procès avec notre avocat, à rassembler les preuves, les photos, les factures, les témoignages, tout ce qui pourrait prouver que Malik et André avaient voulu nous tuer. Et puis, un matin de mars, nous avons reçu la convocation. Le procès aurait lieu dans 6 semaines. Les jours qui ont précédé le procès ont été les plus difficiles. Je dormais mal. Je mangeais peu. Je revivais l'incendie dans mes cauchemars. Je voyais Malik, encagoulé, versant de l'essence sur les murs de notre maison. Je nous voyais, Salomon et moi, endormis dans notre lit, inconscients du danger. Et je me réveillais en sursaut, le cœur battant, la gorge serrée. « Tu ne devrais peut-être pas venir au procès », m'a dit Salomon un soir. Nous étions assis dans le salon de notre nouvel appartement. Les cartons de déménagement n'étaient mais pas encore tous déballés. Rien ne ressemblait à chez nous. Pourquoi? Parce que tu vas devoir le voir, le regarder en face, entendre ce qu'il a à dire. Et toi? Moi, je n'ai pas le choix. Je suis la victime principale. Je dois témoigner. J'ai posé ma main sur la sienne. Alors je viens. Nous affrontons ça ensemble. Le jour du procès est arrivé trop vite. Nous sommes arrivés au palais de justice de Versailles vers 9 heures du matin. Il y avait déjà des journalistes devant l'entrée, des caméras, des micros. Notre histoire avait fait les gros titres. L'ex-associé revenu pour se venger. Tentative de meurtre par incendie. Trahison et complot. Notre avocat, Maître Dubois, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, nous a guidés à travers la foule. Ne répondez à aucune question. Gardez la tête haute. Nous sommes entrés dans le tribunal. L'atmosphère était lourde, solennelle. La salle d'audience était remplie. Nos enfants étaient là, assis au premier rang. Marguerite aussi. Et Margot. Et puis, de l'autre côté de la salle, j'ai vu André. Il était assis entre 2 gendarmes, menottes au poignet. Il avait maigri. Ses cheveux étaient complètement blancs maintenant.
Il regardait le sol, les épaules voûtées, comme un homme déjà condamné. Et puis, la porte s'est ouverte à nouveau. Malik est entré. Mon cœur s'est arrêté. C'était la première fois que je le voyais depuis le procès d'il y a 7 ans. Depuis le jour où il avait été condamné pour détournement de fonds. Il avait changé. Ses cheveux étaient gris. Son visage était marqué par les années de prison. Mais ses yeux étaient toujours les mêmes. Froids, durs, remplis de haine. Quand il est passé devant nous pour rejoindre le box des accusés, son regard a croisé celui de Salomon. Et il a souri. Un sourire glacial, méprisant, qui disait « Je n'ai aucun regret ». Salomon s'est raidi à côté de moi. J'ai serré sa main plus fort. Le procès a duré 3 jours. Le premier jour, le procureur a exposé les faits. L'incendie, les preuves matérielles, les témoignages, les appels anonymes, le colis avec les clés brûlées, la surveillance de notre maison, la complicité d'André. Marguerite a témoigné. Elle a raconté ce qu'elle avait vu le soir du 23 décembre. La voiture noire, les 2 hommes encagoulés, la voix de Malik qu'elle avait reconnue immédiatement. J'ai su que quelque chose de terrible allait se passer, a-t-elle dit d'une voix tremblante. C'est pour ça que je suis allée prévenir Madame Vidal. Je ne pouvais pas les laisser dormir dans cette maison. Malik l'a regardé avec mépris pendant tout son témoignage. Mais il n'a rien dit. Le complice de Malik, Karim Bouzid, a également témoigné. Il avait accepté de coopérer avec la justice en échange d'une réduction de peine. Malik m'a contacté en septembre, a-t-il expliqué. Il m'a dit qu'il voulait se venger de quelqu'un qui lui avait détruit la vie. Il m'a promis 50 000 € si je l'aidais. Qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire exactement ? A demandé le procureur. De surveiller la maison de Monsieur Vidal, de noter ses habitudes, ses horaires. Et puis, la nuit du 23 décembre, de l'aider à mettre le feu. Vous saviez que Monsieur et Madame Vidal étaient censés être dans la maison ? Karim a baissé les yeux. Oui. Donc, vous saviez que vous alliez les tuer ? Oui. Un murmure a parcouru la salle. Le deuxième jour, ce fut le tour des accusés de s'exprimer. André a parlé en premier. Il a reconnu les faits. Il a expliqué comment Malik l'avait contacté, comment il lui avait fourni des informations, comment il avait été payé en échange. Je regrette profondément ce que j'ai fait, a-t-il dit d'une voix brisée. Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Quand j'ai appris l'incendie, j'ai eu peur. C'est pour ça que je me suis enfui. Pourquoi avez-vous accepté d'aider Malik ? A demandé le procureur. André a hésité, puis il a regardé Salomon. Parce que j'étais en colère, parce que je me sentais invisible, parce que je voulais qu'on me voie enfin. Sa voix s'est brisée. Mais je me suis trompée, et maintenant, je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. Puis ce fut le tour de Malik. Il s'est levé lentement. Il a regardé le juge, le procureur, puis nous. Je ne regrette rien, a-t-il dit d'une voix claire, presque fière. Un silence de plomb s'est abattu sur la salle. Salomon Vidal m'a détruit. Il m'a volé ma vie. Il m'a envoyé en prison. Il m'a arraché ma famille, mon honneur, mon avenir. C'est vous qui avez détourné l'argent, a dit le procureur. J'ai pris ce qui me revenait, a répondu Malik. Salomon se faisait passer pour l'homme intègre, l'homme juste. Mais en réalité, il gardait tout pour lui, tous les bénéfices, toute la gloire. Moi, je n'étais que son larbin. Alors vous avez décidé de le tuer ? J'ai décidé de rendre justice. Justice ? Vous appelez ça justice ? Malik s'est tourné vers Salomon. Ses yeux brûlèrent de haine. Tu m'as pris 7 ans de ma vie, Salomon. 7 ans enfermé dans une cellule. 7 ans à penser à toi, à ce que tu m'avais fait. 7 ans à planifier ma vengeance. Salomon s'est levé brusquement. Mais je ne t'ai rien pris. C'est toi qui as tout détruit. C'est toi qui m'as trahi. Silence, a ordonné le juge en frappant son marteau. Mais Malik continuait de fixer Salomon. Si ta voisine ne t'avait pas prévenu cette nuit-là, tu serais mort. Et tu sais quoi ? J'aurais dormi tranquille. Des exclamations ont fusé dans la salle. Le juge a frappé à nouveau son marteau. Salomon était debout, tremblant de rage et de douleur. Notre avocat l'a fait rasseoir de force. Malik s'est rassis, un sourire satisfait aux lèvres. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Il m'avait blessé une dernière fois. Le 3e jour, ce fut à nous de témoigner. Salomon est passé en premier. Il a raconté l'histoire de leur association, les débuts, les succès, la trahison, le procès, l'incendie. Malik était mon ami, a-t-il dit d'une voix étranglée. Je l'aimais comme un frère. Quand j'ai découvert qu'il m'avait volé, ça m'a détruit.
Mais je pensais qu'après le procès, après la prison, il tournerait la page. Je ne pensais pas qu'il essaierait de me tuer. Il a marqué une pause, les larmes aux yeux. Il m'a volé mon entreprise. Il m'a volé ma confiance. Il a brûlé ma maison. Mais le pire, c'est qu'il a essayé de tuer ma femme. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais. Puis ce fut mon tour. Je me suis levée et je me suis approchée de la barre. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute la salle. J'ai raconté la visite de Marguerite, la fuite, la découverte de l'incendie, les appels anonymes, le colis avec les clés brûlées. Ces clés, ai-je dit en les sortant de mon sac, ces clés représentaient notre foyer, notre sécurité, notre vie, et Malik les a transformées en symboles de destruction. J'ai regardé Malik droit dans les yeux. Vous avez essayé de nous tuer, mais vous avez échoué. Pas parce que nous sommes plus forts que vous, mais parce qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur nous, quelqu'un qui a eu le courage de nous sauver. J'ai tourné mon regard vers Marguerite. Et aujourd'hui, je suis là, vivante, pour témoigner contre vous. Malik m'a regardé sans ciller. Son visage était de marbre. Vous ne nous avez pas détruits, ai-je continué. Vous avez détruit votre propre vie. Et maintenant, vous allez passer le reste de vos jours à le regretter. Le verdict est tombé 2 semaines plus tard. Malik a été condamné à 20 ans de prison pour tentative de meurtre et destruction de biens par incendie volontaire. André a été condamné à 10 ans pour complicité. Karim a été condamné à 15 ans. Quand le juge a prononcé la sentence, Malik n'a pas bronché. Il a regardé droit devant lui, le visage impassible. Mais moi, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la défaite. Nous sommes sortis du tribunal ce jour-là sous un ciel gris. Les journalistes nous attendaient, mais nous ne leur avons rien dit. Nous sommes montés dans notre voiture et nous sommes rentrés chez nous en silence. Une fois dans l'appartement, Salomon s'est effondré sur le canapé. Il a pleuré pour la première fois depuis des mois. De soulagement, de tristesse, d'épuisement. Moi, je me suis assise à côté de lui et je l'ai pris dans mes bras. « C'est fini », ai-je murmuré. « Non », a-t-il dit entre 2 sanglots. « Rien ne sera plus jamais comme avant. » Il avait raison. Nous avions gagné au tribunal. Mais nous avions perdu tellement plus. Notre maison, nos souvenirs, notre confiance, notre innocence. Et quelque chose en Salomon s'était brisé. Quelque chose que je ne savais pas comment réparer. Je me demande encore si j'ai eu raison de témoigner, si j'aurais dû dire autre chose. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les mois qui ont suivi le procès ont été étranges. Nous avions obtenu justice. Malik était en prison pour 20 ans. André aussi. Karim également. La loi avait parlé. Nous avions gagné. Mais la victoire avait un goût amer. Salomon n'était plus le même homme. Il travaillait encore, mais sans conviction. Il parlait peu. Il souriait rarement. Le soir, il s'asseyait dans le salon et fixait le vide pendant des heures. « Tu devrais aller voir quelqu'un » lui ai-je dit un soir. « Un psychologue. Quelqu'un qui pourrait t'aider à parler de tout ça. »« Parler de quoi » a-t-il répondu d'une voix éteinte. Du fait que mon meilleur ami a essayé de me tuer, du fait que mon comptable m'a trahi, du fait que je n'ai plus confiance en personne. Parler de ta douleur, de ta colère. Ma douleur ne changera rien. Ma colère ne ramènera pas ce que nous avons perdu. J'ai posé ma main sur son épaule, mais il s'est levé et est allé dans la chambre. Je suis restée seule dans le salon, les larmes aux yeux. Un matin de mai, j'ai reçu une lettre. Une lettre manuscrite, envoyée depuis la prison de Fresnes. L'expéditeur était André le Marchand. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir à me dire? Des excuses? Des justifications? J'ai fini par déchirer l'enveloppe. La lettre était courte, écrite d'une main tremblante. « Madame Vidal, je sais que vous n'avez aucune raison de lire cette lettre. Je sais que je ne mérite pas votre pardon. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Depuis le procès, je passe mes journées à réfléchir, à ce que j'ai fait, à ce que je suis devenue. Et j'ai réalisé quelque chose de terrible. Pendant 15 ans, j'ai travaillé pour votre mari. Pendant 15 ans, j'ai eu accès à tout. Ses comptes, ses projets, sa vie. Et pendant 15 ans, je me suis sentie invisible. Mais ce n'était pas de sa faute. C'était de la mienne. J'étais jaloux de ce qu'il avait construit. J'étais en colère de ne pas avoir le courage de construire ma propre vie. Alors, j'ai détruit la sienne. Quand Malik m'a contacté, il m'a offert quelque chose que je cherchais depuis toujours, de l'importance. Il m'a fait croire que j'étais essentielle, que sans moi, il ne pourrait rien faire.
Mais en réalité, il m'utilisait, comme j'utilisais ma colère pour justifier mes actes. Aujourd'hui, en prison, je paie pour mes erreurs, et je sais que 20 ans ne suffiront pas à réparer ce que j'ai détruit. Mais je voulais que vous sachiez une chose. Ce que vous avez dit au procès m'a touché. Ces mots sur les clés brûlées qui symbolisent la destruction. Vous avez raison. J'ai transformé quelque chose de précieux en cendre. Et maintenant, c'est ma propre vie qui n'est plus que cendre. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande juste de croire que je regrette. Sincèrement. André le marchand. J'ai replié la lettre lentement. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas quoi ressentir. De la colère? De la pitié? Du dégoût? Finalement, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la tristesse. Tristesse pour cet homme qui avait gâché sa vie par jalousie. Tristesse pour tous ces gens qui, comme lui, ne trouvent jamais leur place et finissent par détruire celle des autres. J'ai montré la lettre à Salomon ce soir-là. Il l'a lue en silence, puis il l'a reposée sur la table. « Des excuses », a-t-il dit avec amertume. Comme si ça pouvait effacer ce qu'il a fait. Ce ne sont pas des excuses. C'est une prise de conscience. Et alors? Ça change quoi? Notre maison a brûlé. Nos souvenirs ont disparu. Notre vie a été détruite. Mais nous sommes vivants, Salomon. Il m'a regardé avec une expression que je ne lui connaissais pas. Une expression de désespoir profond. Vivants pourquoi, Cléo? Pour reconstruire une vie que nous n'aurons plus jamais. Pour faire semblant que tout va bien alors que tout est cassé. Pour continuer. Pour avancer. Pour ne pas laisser Malik gagner. Malik a déjà gagné. Regarde-nous. Regarde ce que nous sommes devenus. Ces mots m'ont brisé le cœur. Les semaines suivantes, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester là, à regarder Salomon se détruire de l'intérieur. Je ne pouvais pas accepter que Malik, même enfermé, continue de nous voler notre vie. Il fallait que je fasse quelque chose de concret, quelque chose qui nous permette de tourner la page. Un matin, je suis retourné à Versailles, dans notre ancien quartier, devant les ruines de notre maison. Les décombres avaient été dégagés. Il ne restait qu'un terrain vague, entouré de barrières de sécurité. L'herbe commençait à pousser entre les gravats. La nature reprenait ses droits. Je me suis approché de l'endroit où se trouvait autrefois notre porte d'entrée. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me souvenir. Les guirlandes de Noël, l'odeur du pain d'épices, le rire de nos enfants, les dimanches en famille. Tout était là, dans ma mémoire, intact, préservé. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Malik avait détruit notre maison, mais il n'avait pas détruit nos souvenirs. Il n'avait pas détruit notre amour. Il n'avait pas détruit notre famille. Ces choses-là existaient encore, en nous, indépendamment des murs et des objets. J'ai sorti de mon sac le trousseau de clés brûlées, ces clés que j'avais gardées depuis l'incendie, ces clés qui ne servaient plus à rien. Je les ai regardées une dernière fois, puis je les ai enterrées au pied d'un arbre, à l'endroit où se trouvait autrefois notre jardin. Voilà, ai-je murmuré, je vous laisse ici, avec tout ce qui a brûlé, avec toute la douleur, avec toute la haine. J'ai recouvert les clés de terre. Maintenant, il est temps de repartir. En rentrant à la maison ce jour-là, j'ai trouvé Salomon assis dans le salon, comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai refusé de le laisser s'enfoncer dans le silence. Salomon. Il a levé les yeux vers moi. Il faut qu'on parle. De quoi? De nous. De ce que nous allons faire maintenant. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. On peut choisir de vivre. Vraiment vivre. Pas juste survivre. Il a secoué la tête. Cléo, tu ne comprends pas. J'ai tout perdu. Ma confiance, mon entreprise, mon ami, mon comptable, tout ce en quoi je croyais. Mais tu ne m'as pas perdu, moi. Ma voix s'est brisée. Tu ne nous as pas perdus, nous. Nos enfants, nos petits-enfants, les gens qui nous aiment vraiment. Il m'a regardé, les yeux remplis de larmes. Je suis aujourd'hui allé enterrer les clés, ai-je continué. Ces clés brûlées que Malik m'avait envoyées. Je les ai enterrées dans le jardin de notre ancienne maison. Pourquoi? Parce qu'il était temps de lâcher prise, temps d'arrêter de porter le poids de ce qui a été détruit, temps de comprendre que notre vie ne se résume pas à une maison. Salomon s'est levé et s'est approché de moi. « Comment fais-tu » a-t-il murmuré. « Comment fais-tu pour rester forte ?» Je ne suis pas forte, je suis juste lucide. Lucide sur le fait que si nous restons prisonniers de cette haine, Malik aura gagné, même derrière les barreaux. Il m'a pris dans ses bras et a pleuré contre mon épaule. « Je suis désolé » a-t-il murmuré. « Désolé de t'avoir laissé porter tout ça seul. Tu ne m'as pas laissé seul, tu avais besoin de temps. Et maintenant, nous allons avancer.
ensemble. Les jours suivants, quelque chose a changé en Salomon. Il a commencé à parler, à exprimer sa douleur, sa colère, sa tristesse. Nous avons décidé de consulter un psychologue ensemble, de mettre des mots sur ce que nous avions vécu, de comprendre comment reconstruire. Et lentement, très lentement, la vie a recommencé à prendre forme. Salomon a vendu son entreprise. Il ne voulait plus gérer tout ça seul. Il ne voulait plus porter ce poids. Il a préféré prendre sa retraite anticipée. « Je veux profiter de ce qui me reste », m'a-t-il dit. « Profiter de toi, de nos enfants, de nos petits-enfants. » Nous avons acheté une petite maison à la campagne, loin de Versailles, loin des souvenirs douloureux. Un endroit simple, lumineux, entouré de verdure. Le jour où nous avons emménagé, Salomon m'a offert un nouveau trousseau de clés. « Pour notre nouvelle vie », a-t-il dit en souriant. J'ai pris les clés. Elles étaient légères, brillantes, neuves, et j'ai compris que nous étions enfin libres. 1 an après le procès, j'ai reçu une nouvelle lettre. Cette fois, elle venait de Malik. J'ai hésité encore plus longtemps avant de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir? La lettre était brève, écrite d'une écriture rageuse. « Vous pensez avoir gagné? Vous pensez que je suis détruit? Détrompez-vous. Même enfermé, je reste plus fort que vous. Parce que je n'ai pas de regrets, parce que je ne me suis jamais soumis. 20 ans de prison, je les ferai. Et quand je sortirai, je serai toujours là. Vous vieillirez en sachant que je pense encore à vous, que je ne vous oublie pas. C'est ça ma victoire. » J'ai lu la lettre une seule fois, puis je l'ai déchirée en petits morceaux. Je ne lui ai pas répondu. Je n'ai rien dit à Salomon, parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel. Malik pouvait écrire toutes les lettres qu'il voulait. Il pouvait nourrir sa haine pendant 20 ans. Cela ne changerait rien. Nous avions choisi de vivre, de reconstruire, d'aimer. Et c'était notre vraie victoire. Pas celle du tribunal, pas celle de la justice, mais celle du cœur. La vie a une façon étrange de rendre justice. Pas toujours comme on l'espère, mais toujours de manière juste. Je me demande encore si Malik comprendra un jour ce qu'il a perdu. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? 5 ans ont passé depuis le procès. 5 ans pendant lesquels nous avons reconstruit notre vie. Lentement, patiemment, avec amour. Notre petite maison à la campagne est devenue notre refuge. Nous avons planté des rosiers dans le jardin, aménagé une terrasse où nous prenons le café chaque matin, accueilli nos petits-enfants pour des week-ends remplis de rire et de tendresse. Salomon a retrouvé le sourire. Pas celui d'avant. Celui-là avait disparu avec l'incendie, mais un nouveau sourire, plus sage, plus profond, plus conscient de la fragilité des choses. Moi, j'ai commencé à écrire, pas pour publier, pas pour devenir écrivain, juste pour mettre des mots sur ce que nous avions vécu, pour ne pas oublier, pour transmettre. Nous parlions rarement de Malik. Son nom était devenu un fantôme que nous ne convoquions plus, jusqu'à ce jour de novembre où le lieutenant Moreau nous a appelés. « Madame Vidal, j'ai quelque chose à vous dire. C'est au sujet de Malik Ben Ali. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est à l'hôpital, en soins intensifs. Nous avons appris les détails quelques jours plus tard. Malik avait été agressé en prison. Une bagarre dans la cour de promenade, un règlement de compte entre détenus. Il avait reçu plusieurs coups de couteau. Il avait survécu, mais de justesse. Il a été transféré à l'hôpital pénitentiaire, nous a expliqué le lieutenant, mais son état est critique. « Pourquoi vous nous appelez ?» ai-je demandé. « Parce qu'il a demandé à vous voir. » J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. « À me voir? Moi? Non. Monsieur Vidal. » Salomon, qui écoutait la conversation sur haut-parleur, est devenu pâle. « Je refuse. »« Je comprends, » a dit le lieutenant. « Mais je devais vous transmettre le message. Malik dit qu'il doit vous parler, qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Il peut mourir sans me parler. » Le lieutenant n'a rien ajouté. Les jours suivants, Salomon a été préoccupé. Il ne disait rien, mais je voyais bien que le message de Malik tournait dans sa tête. « Tu penses aller le voir ?» lui ai-je demandé un soir. « Non. »« Tu es sûr ?»« Oui. Il ne mérite pas que je me déplace. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de paix intérieure. » Il m'a regardé, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que si tu refuses d'y aller et qu'il meurt, tu passeras le reste de ta vie à te demander ce qu'il voulait te dire. » Salomon a détourné le regard. « Peut-être. Mais j'assume ce choix. » 2 semaines plus tard, le lieutenant Moreau a rappelé. « Malik Ben Ali est décédé cette nuit. » Le silence s'est installé sur la ligne. « Comment ?» ai-je demandé. «
Complications post-opératoires. Son corps n'a pas supporté. J'ai regardé Salomon. Son visage était impassible. « Merci de nous avoir prévenus », ai-je dit avant de raccrocher. Nous sommes restés assis dans le salon, sans parler, pendant de longues minutes. « Il est mort », a finalement murmuré Salomon. « Oui, et je ne sais pas ce que je ressens. C'est normal. » Il a posé sa tête entre ses mains. « J'aurais dû y aller. J'aurais dû l'écouter une dernière fois. » Non, tu as fait le bon choix. Comment peux-tu en être sûr? Parce que tu as choisi de protéger ta paix plutôt que de satisfaire ta curiosité. C'est la chose la plus courageuse que tu pouvais faire. Quelques jours plus tard, nous avons reçu une enveloppe du greffe de la prison. À l'intérieur, une lettre. La dernière lettre de Malik. Celle qu'il avait écrite avant de mourir. « Salomon, si tu lis ces mots, c'est que je suis mort et que tu n'es pas venu me voir. Je ne t'en veux pas. Je n'en vaudrais pas la peine. Pendant 5 ans, j'ai nourri ma haine. Contre toi, contre le monde, contre la vie. Je me suis dit que cette haine me maintenait en vie, qu'elle me donnait une raison de continuer. Mais en prison, j'ai compris quelque chose. La haine ne maintient pas en vie. Elle consume, elle dévore, elle détruit tout sur son passage. Et aujourd'hui, alors que je suis allongé sur ce lit d'hôpital, entouré de barreaux et de gardiens, je réalise que j'ai gâché ma vie. Pas à cause de toi, pas à cause du procès, pas à cause de la prison, mais à cause de moi. J'ai choisi la jalousie plutôt que l'amitié. J'ai choisi le vol plutôt que l'honnêteté. J'ai choisi la vengeance plutôt que le pardon. Et maintenant, je meurs seul, sans famille, sans amis, sans rien. Tu m'as dit au procès que je t'avais volé ta confiance. Tu avais raison. Mais ce que je ne t'ai jamais dit, c'est que tu m'as aussi donné quelque chose que personne d'autre ne m'avait jamais donné. Une chance de construire, de réussir, d'être quelqu'un. Et moi, je l'ai détruite, par orgueil, par faiblesse, par bêtise. Je ne te demande pas de me pardonner, je ne mérite pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que je regrette, sincèrement. Et que si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Mais il est trop tard. La vie m'a rendu ce que je lui ai donné. La solitude, la douleur, le vide. C'est ça, le karma, je suppose. Adieu, Salomon. Malik. Salomon a lu la lettre en silence, puis il l'a reposée sur la table. Il n'a pas pleuré, il n'a rien dit. Il s'est levé, est sorti dans le jardin et est resté là, debout, à regarder l'horizon. Je l'ai rejoint quelques minutes plus tard. « Qu'est-ce que tu ressens ?» ai-je demandé doucement. « Je ressens du vide. »« Du vide ?» ?»« Oui, ni joie, ni tristesse, ni soulagement. Juste du vide. » Il a marqué une pause. Pendant des années, j'ai attendu ce moment. Le moment où Malik comprendrait ce qu'il avait fait. Le moment où il regretterait. Et maintenant qu'il l'a fait, maintenant, je réalise que ça ne change rien. Ces regrets ne ramèneront pas notre maison. Ces excuses ne répareront pas la confiance brisée. Sa mort ne guérira pas mes blessures. Il s'est tourné vers moi. Alors oui, je ressens du vide, parce que toute cette histoire n'aura servi à rien. J'ai pris sa main. Non, elle aura servi à quelque chose. À quoi? À nous apprendre qu'on ne peut pas contrôler les autres, qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à changer, qu'on ne peut pas attendre des autres qu'ils nous guérissent. J'ai serré sa main plus fort. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre propre vie, notre propre paix, notre propre bonheur. Quelques jours plus tard, nous avons appris par le lieutenant Moreau que Malik avait été enterré au cimetière de la prison. Personne n'était venu à son enterrement, ni sa famille, ni ses amis. Personne. Yasmine, son ex-femme, a refusé de s'occuper des funérailles, nous a expliqué le lieutenant. Ses enfants aussi. Ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec lui. Et André, ai-je demandé. André le marchand est toujours en prison. Mais d'après ce que je sais, il a coupé tout contact avec Malik il y a 3 ans. Ainsi, Malik était mort comme il avait vécu les dernières années de sa vie. Seul, abandonné, haï. La justice avait fait son travail, le karma aussi. Ce soir-là, Salomon et moi sommes allés nous promener dans le village. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et roses. « Tu sais ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire ?» m'a-t-il dit soudain. « Quoi ? Ce n'est pas la haine de Malik. Ce n'est pas la trahison d'André. Ce n'est même pas l'incendie. Alors quoi ? C'est Marguerite. » J'ai souri. Marguerite qui nous a sauvé la vie. Oui, elle n'avait aucune raison de se mêler de nos affaires. Elle n'avait aucune obligation envers nous. Mais elle l'a fait quand même, parce que c'était juste. Il s'est arrêté et m'a regardé. Et c'est ça,
la vraie leçon de cette histoire. Ce n'est pas la haine qui gagne à la fin, c'est la bonté. Ces mots m'ont ému aux larmes. Tu as raison. Malik a passé 7 ans en prison à préparer sa vengeance. Il a détruit sa propre vie pour essayer de détruire la nôtre. Et au final, qu'est-ce qu'il a obtenu? Rien. Juste plus de souffrance, plus de solitude, plus de vide. Alors que Marguerite a fait un geste simple, un geste de quelques minutes. Et ce geste a tout changé. Le lendemain, nous sommes allés rendre visite à Marguerite. Elle habitait toujours en face de notre ancienne maison. Ou plutôt, en face du terrain vide où se trouvait autrefois notre maison. Elle nous a accueillis avec un grand sourire, comme toujours. « Cléo! Salomon! Quelle surprise !» Nous nous sommes assis dans son salon. Elle a préparé du thé et des gâteaux. « Nous voulions vous dire merci, » ai-je commencé. « Merci? Pourquoi? Pour nous avoir sauvé la vie. » Elle a souri doucement. « Oh, ça, c'était il y a longtemps. Peut-être, mais nous ne l'oublierons jamais. » Salomon a sorti une petite boîte de sa poche et l'a posée sur la table. « Nous voulions vous offrir quelque chose. » Marguerite a ouvert la boîte. À l'intérieur, un pendentif en argent, en forme de maison. « C'est magnifique !» a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. « C'est le symbole de ce que vous avez protégé cette nuit-là, » ai-je dit. « Pas notre maison, mais notre foyer, notre famille, nous. » Marguerite a essuyé ses larmes et a passé le pendentif autour de son cou. « Merci, merci infiniment. » Nous sommes restés chez elle tout l'après-midi, à parler, à rire, à nous souvenir. Et en repartant, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La vie nous avait pris beaucoup, mais elle nous avait aussi donné quelque chose de précieux. La certitude que la bonté existe, que des gens comme Marguerite existent, que l'amour et la solidarité sont plus forts que la haine. Et que, au final, c'est toujours la lumière qui gagne sur l'ombre. Elle m'avait traité de folle quand je lui avais dit que je sentais un danger. Des années plus tard, j'ai appris que Malik était mort seul, dans un lit d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Aujourd'hui, j'ai 78 ans. 8 ans se sont écoulés depuis la mort de Malik. 8 ans pendant lesquels j'ai appris à vivre autrement, à regarder le monde avec des yeux différents, à comprendre que la vie est faite de choix, et que ce sont ces choix qui nous définissent, pas les épreuves que nous traversons. Salomon et moi vivons toujours dans notre petite maison à la campagne. Notre jardin est maintenant rempli de roses, de lavandes et d'un grand cerisier que nous avons planté le printemps suivant la mort de Malik. Un arbre pour symboliser la vie qui continue, la vie qui renaît. Nos enfants viennent nous voir souvent, nos petits-enfants aussi. La maison résonne de leur rire, de leur jeu, de leur innocence. Et chaque fois que je les regarde courir dans le jardin, je remercie le ciel de nous avoir donné cette seconde chance. Cette chance de voir grandir ceux que nous aimons. Cette chance de vieillir ensemble. Cette chance de transformer la douleur en sagesse. Il y a quelques mois, j'ai reçu une dernière lettre. Cette fois, elle venait d'André. Il avait purgé 8 ans de sa peine de 10 ans. Il venait de sortir de prison, en liberté conditionnelle. Sa lettre était différente de celle d'avant. Plus calme, plus humble, plus sincère. Madame Vidal, je ne sais pas si cette lettre vous parviendra. Je ne sais même pas si vous voudrez la lire. Mais je devais essayer. Je suis sorti de prison il y a 1 semaine. Le monde a changé. Moi aussi. Pendant 8 ans, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'avais fait, à la personne que j'étais devenue. Et j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre bien avant. Je n'étais pas invisible, parce que les autres ne me voyaient pas. J'étais invisible parce que je ne me voyais pas moi-même. Je passais mon temps à envier ce que les autres avaient construit, au lieu de construire ma propre vie. Je me sentais humiliée parce que je ne recevais pas de reconnaissance, alors que je n'avais jamais rien fait qui méritait d'être reconnu. Malik m'a offert une illusion. L'illusion que je pouvais devenir important en détruisant quelqu'un d'autre. Mais on ne devient pas quelqu'un en détruisant. On ne fait que se détruire soi-même. Aujourd'hui, je travaille dans une association qui aide les anciens détenus à se réinsérer. Je donne des cours de comptabilité aux jeunes en difficulté. Je ne gagne presque rien. Je vis dans un petit studio. Je n'ai plus rien de ce que j'avais avant. Mais pour la première fois de ma vie, je me sens utile. Vraiment utile. Je ne vous demande toujours pas de me pardonner. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je voulais que vous sachiez que votre témoignage au procès, vos mots sur les clés brûlées, m'ont sauvé.
Ils m'ont fait comprendre que je pouvais encore choisir. Choisir de devenir quelqu'un de meilleur, ou de rester prisonnier de ma propre amertume. J'ai choisi de devenir meilleur, et pour ça, je vous serai éternellement reconnaissant. André le Marchand. J'ai lu cette lettre plusieurs fois, puis je l'ai montrée à Salomon. Il l'a lue en silence. « Qu'est-ce que tu en penses ?» lui ai-je demandé. Je pense qu'il a compris. Enfin, tu lui pardonnes ? Il a réfléchi longuement avant de répondre. Je ne sais pas si je lui pardonne, mais je ne lui en veux plus, et peut-être que c'est suffisant. Il a replié la lettre et me l'a rendue. André a fait le choix de changer. C'est tout ce qu'on peut demander à quelqu'un. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de retourner une dernière fois à Versailles, dans notre ancien quartier, devant le terrain où se trouvait autrefois notre maison. Le terrain avait été vendu. Une nouvelle famille y avait construit une maison. Une belle maison moderne, avec de grandes baies vitrées et un jardin fleuri. Je suis resté là, de l'autre côté de la rue, à regarder cette nouvelle vie qui s'était construite sur les cendres de l'ancienne. Des enfants jouaient dans le jardin. Une femme arrosait les fleurs. Un homme bricolait quelque chose sur la terrasse. Et j'ai souri. Parce que c'était exactement comme ça que les choses devaient être. La vie continue. Toujours. Malgré les incendies. Malgré les trahisons. Malgré la douleur. La vie continue. Et elle trouve toujours un moyen de refleurir. En rentrant à la maison ce jour-là, j'ai trouvé Salomon dans le jardin. Il taillait les rosiers, concentré, paisible. Je suis allé à Versailles, lui ai-je dit. Il a levé les yeux vers moi. Comment c'était ? Différent. Une nouvelle famille a construit une maison là où se trouvait la nôtre. Et comment tu te sens ? Bien, vraiment bien. Il a souri. Moi aussi. Nous sommes restés là, dans le jardin, à profiter du soleil de cette fin d'après-midi. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que nous étions vraiment libres. Libres de la haine, libres de la peur, libres de la douleur. Ce soir-là, alors que nous dînions tranquillement tous les deux, Salomon m'a posé une question. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose ? J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Non, je ne changerais rien. Rien ? Même sachant tout ce que nous avons perdu ? Même en sachant tout. Parce que si nous n'avions pas vécu tout ça, nous ne serions pas qui nous sommes aujourd'hui. Et qui sommes-nous aujourd'hui ? Des survivants, des témoins. Des gens qui savent que la bonté existe, que l'amour est plus fort que la haine, que la vie vaut toujours la peine d'être vécue. Il a pris ma main et l'a serrée doucement. Tu as raison. Il y a quelques jours, Marguerite nous a rendu visite. Elle a maintenant 82 ans, mais elle est toujours aussi vive, aussi élégante, aussi généreuse. Nous avons passé l'après-midi ensemble à parler de tout et de rien. De nos enfants, de nos petits-enfants, de la vie qui passe. Et puis, au moment de partir, elle m'a pris la main. Tu sais, Cléo, je repense souvent à cette nuit de décembre. Moi aussi. J'ai eu tellement peur de me tromper, tellement peur que vous ne me croyiez pas. Mais nous vous avons cru, sans hésiter. Oui, et c'est ça qui vous a sauvé. La confiance. Elle a souri. La vie est étrange, n'est-ce pas ? Un geste de quelques minutes peut changer toute une existence. C'est vrai. Et votre geste a changé la nôtre. Et elle m'a embrassé sur les 2 joues, puis elle est partie. Et en la regardant s'éloigner, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Nous ne contrôlons pas ce que les autres nous font. Nous ne contrôlons pas les trahisons. Nous ne contrôlons pas les incendies. Mais nous contrôlons notre réaction. Nous pouvons choisir la haine ou le pardon. Nous pouvons choisir la vengeance ou la reconstruction. Nous pouvons choisir de nous enfermer dans la douleur ou de nous ouvrir à la vie. Et c'est ce choix qui fait toute la différence. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois plus l'incendie. Je ne vois plus Malik. Je ne vois plus André. Je vois Marguerite qui frappe à notre porte. Je vois Salomon qui me prend la main dans la voiture. Je vois nos enfants qui nous entourent de leur amour. Je vois le cerisier dans notre jardin qui fleurit chaque printemps. Je vois toutes ces petites victoires quotidiennes qui nous ont permis de survivre, de reconstruire, de vivre. Et je comprends maintenant que c'est ça, la vraie justice. Pas celle des tribunaux, pas celle des condamnations, mais celle de la vie. La vie qui rend toujours ce qu'on lui donne. Malik a donné la haine. Il a reçu la solitude. André a donné la trahison. Il a reçu la prison. Marguerite a donné la bonté. Elle a reçu notre amour éternel. Et nous ? Nous avons donné notre confiance à Marguerite, à la vie, à l'avenir, et en retour, nous avons reçu une seconde chance.
Si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est que mon histoire vous a touché, d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce que vous aussi, vous avez été trahi. Peut-être parce que vous aussi, vous avez connu la peur. Peut-être parce que vous aussi, vous avez dû reconstruire après la destruction. Je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers, des millions, à avoir traversé des épreuves qui nous semblaient insurmontables. Des milliers, des millions à avoir cru que nous ne nous en sortirions jamais. Mais nous nous en sommes sortis, parce que nous avons choisi de vivre, de croire, d'aimer, et vous le pouvez aussi. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, peu importe la profondeur de votre douleur, peu importe l'ampleur de votre perte, vous pouvez vous relever, vous pouvez reconstruire, vous pouvez refleurir, parce que c'est ça, la force des femmes comme nous. Nous sommes comme ces rosiers que je taille chaque printemps. Nous semblons fragiles, nous semblons brisés par l'hiver, mais quand le printemps revient, nous refleurissons, plus fortes, plus belles, plus vivantes que jamais. Je termine cette histoire avec une dernière pensée. Il y a quelques jours, notre petite fille de 6 ans, Emma, jouait dans le jardin. Elle a trouvé quelque chose dans la terre, près du cerisier. « Mamie, regarde ce que j'ai trouvé. » C'était une clé. Une vieille clé rouillée, probablement celle d'un ancien propriétaire de ce terrain. Elle la brandit fièrement. C'est une clé magique. Elle ouvre des trésors cachés. Je l'ai regardée, cette petite fille pleine de vie et d'innocence, qui tenait cette clé comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Et j'ai souri, parce que j'ai compris que c'était exactement ça. Les clés n'ouvrent pas que des portes, elles ouvrent des possibilités, des choix, des avenirs. Et tant que nous avons la force de tourner la clé, de pousser la porte, d'entrer dans une nouvelle vie, alors tout est possible. Malik a essayé de nous voler nos clés, de brûler notre maison, de détruire notre avenir, mais il n'a pas réussi, parce que les vraies clés, celles qui comptent vraiment, ne sont pas en métal. Elles sont en nous, dans notre capacité à aimer, dans notre capacité à pardonner, dans notre capacité à recommencer. Et ces clés-là, personne ne peut nous les voler. Jamais. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à retrouver sa force, à comprendre qu'elle peut survivre à n'importe quelle tempête, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Et si vous traversez une épreuve en ce moment, souvenez-vous de ceci. La nuit peut être longue, l'hiver peut être rude, mais le printemps finit toujours par revenir. Et avec lui, la lumière, la chaleur, la vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je m'appelle Cléo Vidal. Et voici l'histoire que je devais raconter.